Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Bonsoir tout le monde, c'est Roger Montou en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Et comme d'habitude, vous le savez, dans ce studio, dans nos studios ici à Washington, nous recevons, comme vous le savez, des personnalités, des artistes, des politiciens, des docteurs et tout le monde en tout cas dans ces studios pour savoir un peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font ici. Ça nous aide toujours à, comme on dit ici en anglais, welcome them. Et comme maintenant, aujourd'hui, on welcome une personne très importante en République démocratique du Congo. C'est personne d'autre qui est la journaliste indépendante Christelle Vwanga qui visite Washington. Christelle, c'est un grand plaisir, un honneur de vous rencontrer finalement en face, parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vous suis aussi, fan pourquoi pas de vous, vraiment à Washington. Ça nous fait tellement plaisir, Christelle. Moi aussi, hein, les sentiments sont partagés de loin, hein, depuis ma jeunesse, je te suis. Merci. Depuis mon enfance. Merci, merci beaucoup. Je te suis de Merci. loin, tu Ouais. es une fierté pour la République et surtout pour la jeunesse. Ouais. Nous y croyons. Merci. Et Washington, il fait froid. Et Washington il fait froid, c'est vrai, parce que Christelle n'a pas arrêté de dire qu'il fait froid ici à Washington. Et ça m'amène d'ailleurs à la question de savoir comment d'abord Christelle a trouvé nos locaux ici à Voice of America et Washington en général. Extraordinaire. Ouais. Vous savez, quand on est dans le monde de la presse, quand on fait les études en journalisme, c'est-à-dire on vous miroite un peu cette réalité qu'il y a autour de desk, qu'il y a autour de l'organisation dans le monde journalistique. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où la situation n'y va pas tellement bien, c'est-à-dire on se contente du minimum dans la presse, dans les studios de télévision, dans les desks, et voir aussi grand ce qu'on a étudié à l'école. En tout cas, c'est un rêve qui se réalise, et voir des confrères des autres pays d'Afrique s'épanouir avec tous les outils possibles, l'Internet, les ordinateurs, les livres, des bibliothèques, c'est tout ce qu'on peut encourager. Et j'espère, comme vous l'avez dit au début, que vous recevez des ministres ici, vous recevez des présidents, et mon souhait, ce sera la prochaine fois, avant de recevoir un président africain ici, amenez-les faire le tour de vos locaux. Peut-être qu'à son retour, il va penser autrement, de mettre à la disposition des journalistes les outils essentiels. C'est ce que nous voulons. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas l'Internet au pays. Et pour recouper, pour rechercher l'information, pour collecter l'information, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas ces moyens-là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas ces moyens-là. J'ai eu la chance, moi j'ai eu vraiment ce privilège aussi de parler aux étudiants de l'IFASIC, école de journalisme en RDC, où vous avez aussi fréquenté cette école, des étudiants mais brillants, mais extrêmement brillants. Exactement. À ces étudiants de l'IFASIC, je leur ai dit que je n'étais pas plus intelligent qu'eux, c'est seulement parce que j'étais mis dans des conditions complètement différentes, mais c'était des jeunes gens, des jeunes journalistes qui ont beaucoup de talent, peut-être s'ils sont mis dans des bonnes conditions, ils vont bien sûr exploser et faire savoir ce qu'ils aiment faire exactement. Donc je suis d'accord, et ils m'ont dit parler exactement la même chose, ils m'ont parlé des bibliothèques, de l'informatique, pour bien faire leur boulot, parce qu'un journaliste a besoin de ces outils-là. Alors vous arrivez de la RDC, vous êtes journaliste, vous êtes dans un milieu journalistique ici à Washington, où nous vous recevons aujourd'hui. Comment va le pays? Le pays va, la situation est stagnante. C'est vrai que nous sommes devant
une période à la croisée des chemins, comme on le dit. On ne sait pas si les élections vont se passer. À chaque fois, il y a toujours des boulets qu'on traîne. On traîne une machine à voter sur laquelle un sujet assez compliqué. La Corée elle-même n'est pas d'accord avec ces machines, mais la CENI sur place nous dit que s'il n'y a pas 100 machines à voter, il n'y aura pas d'élection. Donc, on vit un peu une sorte de période hypothétique, hypothétique où ces gens-là qui ont les clés de la République, qui ont les pouvoirs, qui ont aussi les armes et l'argent en même temps, ils ne savent pas utiliser chaque chose à sa place. Lorsque on doit donner l'espoir au peuple, et évidemment de l'autre côté on reçoit le désespoir. Vous savez, moi je dis toujours, vivre en paix c'est facile, mais c'est faire la paix qui est difficile. À chaque fois que le régime en place a eu l'occasion de donner de signaux pour dire que nous voulons la paix, non seulement par rapport à la population, parce que, évidemment, le président Kabila lui-même, il a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Non seulement par rapport au peuple, mais devant Dieu, ce Dieu-là. Alors, on reçoit toujours des signaux négatifs. À la limite, c'est un silence, et un silence qui est vraiment solennel, et on s'y perd. Donc, c'est un peu cette situation-là, puisque nous avons parlé des élections, mais au-delà de ça, vous savez, nous sommes dans le monde journalistique, alors restons dans ce monde-là. Des journalistes en France ont découvert à un certain moment qu'il y avait une histoire des diamants, les diamants des Bokassa, le canard enchaîné. Ces journalistes-là ont été primés. Il y a certains journalistes Mediapart qui ont découvert des scandales, comme aujourd'hui avec Sarkozy, hier avec Cahuzac. Ils ont obtenu de prix pour ça. Mais il y a un journaliste au Congo qui a découvert qu'un diamant illicite a été ravi à un creuseur lambda, pauvre de son état, et on ne sait pas là où c'est parti, et de surcroît il y a eu mort d'homme, et ces journalistes-là aujourd'hui est en prison, à la prison de référence de Makala, parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il a dénoncé. C'est un peu dans ce monde-là que nous vivons. Et la presse au Congo, nous ne sommes pas une force en réalité. Pourquoi nous ne sommes pas une force? Parce que nous n'avons pas d'argent, parce qu'on n'est pas payé, nous vivons des coupages. Toi, tu connais ce que ça signifie, mais je vais dire aux autres ce que ça signifie. Ça signifie évidemment que quand je vais interviewer quelqu'un et quand cette personne-là me donne quelque chose, c'est de ça que nous vivons. Nous n'avons pas d'assurance. Notre vie est basée sur l'incertitude. Et c'est comme ça que la main qui donne, c'est celle qui dirige. Ces politiques nous dirigent parce que c'est eux qui nous donnent l'argent. Et quand il y a une affaire comme ça, on ne sent pas l'unité des journalistes, mais aussi la plupart des chaînes de télévision appartiennent à des particuliers qui sont des politiques. Et il suffit que votre patron vous interdise d'émettre un point de vue sur ça ou sur tel point, alors vous ne le faites pas. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, on peut jauger la qualité de la presse congolaise. Pas sur le plan qualitatif, parce qu'il y en a. Au-delà même des journalistes, il y a des professeurs qui nous ont formés, qui sont super, qui écrivent superbement bien des articles, des éditorialistes qui sont très, très intelligents. Mais à côté de ça, il y a la vie, la réalité dans la vie sociale qui est très décriante. Et vous avez mentionné aussi votre collègue que vous connaissez très bien, Eliezer Tamboué, qui est passé aussi nous voir ici à Washington. Comment il va? Est-ce que vous avez eu ces nouvelles? Comment il va, le journaliste? Il va pas bien parce qu'il est en prison, et dans le pavillon où il est, c'est là où on met tous les criminels, là où on met des voleurs de grands chemins, des bandits, c'est là où on l'a mis. On a appris que le gouverneur a retiré sa plainte. Est-ce que vous avez aussi appris cela? Oui, je l'ai appris, mais vous savez, quand le problème, ça arrive déjà au niveau du ministère public, le fait de retirer une plainte, ça ne sert plus à rien. Au fait, il a retiré sa plainte parce qu'il a vu qu'au-delà de la presse qui est aussi divisée que ça, il y a une autre frange de la population qui s'est levée, que ce soit dans la diaspora et sur place au pays, qui leur ont dit, ben, écoutez, c'est plus le moment de nous faire peur, c'est plus le moment à chaque fois qu'un journaliste, il faut supplier, mon cher confrère. Vous savez, jamais on arrêtera un avocat pour ce qu'il a dit pendant un procès. Jamais on arrêtera un professeur d'université pour ce qu'il a dit dans son éditoire. Peut-être pas un pasteur, ce qu'il a dit pendant l'homélie ou pendant sa prêche. Non, mais lorsqu'un journaliste, dans l'exercice de son travail, ose dire quelque chose, eh bien on l'arrête. Jusqu'à présent, la juridiction congolaise ne définit pas réellement c'est qui les juges naturels du journaliste.
on l'emmène. Est-ce que c'est devant ses pairs? C'est ça notre combat? Est-ce que c'est au parquet? Est-ce que ça dépend de l'acquaintance du bourreau? Lorsqu'il est familier au parquet, c'est au parquet. Lorsqu'il est familier aux agences de renseignement, c'est là. On te prend manu militari sans tenir compte de l'influence que ça peut avoir par rapport à la progéniture ou par rapport à cette jeune génération qui veut bien devenir comme vous. On vous prend et au-delà du matraquage qu'on peut faire, ils nous disent, voilà, se conformer, s'aligner ou être en prison ou s'exiler. Mais nous, on a dit non. Se conformer, s'aligner à la justice. Ah non, non, au pouvoir, à l'autre son de cloche. Nous avons dit non. Pourquoi nous avons dit non? Parce que c'est un journaliste, Henri Morton-Soleil, lorsqu'il est arrivé au Congo, il a vu la façon dont les Belges coupaient les mains des Congolais. Il a dit non. C'est mon travail en tant que journaliste. Je dois dénoncer. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Et s'il n'avait pas fait, certainement, en ce moment-ci, il y aurait eu plus de morts. Et nous avons vu ce qui s'est passé au Congo. Au-delà de la politique, parce que moi je dis, c'est quoi la politique? La politique est simple. Créer des écoles, donner à manger, des soins de santé, c'est ça la politique basique. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous revendiquons? Nous revendiquons, au-delà de la Constitution, nous revendiquons le bien. C'est-à-dire que la population congolaise, le Congolais, soit à l'abri, un peuple qui peut être à l'abri des besoins, mais qui croupit dans la misère. Nous avons dit, nous avons nos paroles, nous avons le micro, nous avons les médias. Pourquoi ne pas utiliser ces outils pour pousser ces gens-là, n'est-ce pas, à travailler pour le pays? Mais c'est ce que vous faites, Christelle Wanga, parce qu'aujourd'hui, Christelle Wanga est reconnue comme une voix forte en RDC qui parle librement sur les antennes, comme les confrères Eliezer Tambou et beaucoup d'autres. Vous seriez d'accord avec moi, Christelle, ou vous direz aujourd'hui, cette liberté d'expression n'est pas ce qui était dans le temps. Dans le temps, on ne pouvait pas voir une certaine... Christelle Wanga n'existait pas il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez quand même accepter qu'il y a un changement, dire qu'il y a un changement aujourd'hui, ce qui n'existait pas, ou vous réclamez plus? C'est un peu ça. Je ne peux pas dire ça parce que je pense que l'histoire n'a pas été bien enseignée. On s'entend déjà les journalistes de la RTNC. Un groupe des journalistes ont dit au président Mobutu qu'il ne voulait plus présenter les journaux avec les insignes du parti. Et c'était courageux de leur part parce qu'en ce moment-là, il n'y avait qu'un seul parti politique et il n'y avait qu'une seule télévision. Les journalistes ont beaucoup fait. À l'époque, la revue Umoja, c'était le journal de référence. Il a balayé, il a écrit, il a peint le tableau d'une république bananière du Zaïre avec une économie basse, avec une diplomatie fragilisée. Il a fait à l'époque, Le Phare, qui est aujourd'hui un grand journal, a titré que la fin du régime de Mobutu, c'était en 1993. Et il a écrit, c'était en manchette, il a fait, les journalistes ont osé en son temps. Mais il est clair aujourd'hui, vous dites qu'il y a la liberté d'expression, mais moi je vous dis tout de suite faux. Combien de chaînes avons-nous là où on s'exprime librement? Il n'y en a pas. Et combien d'émissions ont été censurées? Combien de journalistes ont été censurés? Il y a même un de nos confrères journalistes, il a osé parler d'une histoire de Dauphina au parti au pouvoir, mais je vous dis qu'il a été renvoyé de son travail. C'est pas ça la liberté d'expression. Et je vous prive cette victimisation qui survient avant ou après mes passages à la télévision, moi et mes confrères, bien sûr. Ça, c'est une partie que nous n'aimons pas parce que nous voulons inciter dans le sens positif que tous ces jeunes qui veulent croire en une nouvelle démocratie, une démocratie où le langage n'est pas autre que le langage facile, c'est-à-dire le langage
démocratique où on émet paisiblement et sincèrement sa voix sans être inquiété, où on ne peut pas aller à chaque fois chercher des armes là où on est, si on n'est pas d'accord, à chaque fois aller chercher de bombardiers, de chars des combats quand on n'est pas d'accord. Nous voulons cette démocratie simplement ou parce qu'on a perdu beaucoup des vies, on a perdu beaucoup des femmes. Aujourd'hui encore, il y a des séquelles des viols des femmes dans l'est du Congo et au centre du Congo avec cette affaire de Kamwina Nsapu qui a ravagé le centre du Congo. Nous ne voulons plus de conflits. C'est comme ça que nous disons. Il faut laisser cet aspect-là, cette ancienne vision où il y avait d'un côté les colonisateurs et de l'autre côté les colonisés. Vous avez vécu aux États-Unis, vous vivez aux États-Unis, où il y avait le maître de la plantation et son esclave, où il fallait pleurer pour avoir un efficace savon pour se laver. Non, nous disons l'État protège la nation, protège les peuples. Je suis contre cette définition où on dit que l'État est la seule force contraignante, où en quelque sorte on donne la légitimité, n'est-ce pas, de la violence à l'État. Non, l'État, les peuples font partie de l'État et c'est vice-versa. C'est ce qu'on appelle de la métonymie. Nous sommes tous ensemble et il faut qu'ils arrêtent de nous voir comme des adversaires. S'il y a des opinions contraires, qu'ils puissent les tolérer sans que vous puissiez être arrêté ou molesté. Et certains diront, vite fait, et surtout dans la diaspora, Christelle, Eliezer, d'autres journalistes, ils sortent, ils vont voyager partout dans le monde, ils rentrent à Kinshasa, on ne les arrête pas, ils vont parler, ils reviennent, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des collabos, comme on les appelle. Vous avez déjà entendu parler sûrement de ça. Ouais. Eliezer qui voyage souvent, quand il rentre, on dit comment il peut entrer et sortir comme ça. C'est pas possible. Ce gouvernement ne peut jamais laisser quelqu'un entrer, sortir, et aller parler mal de lui et rentrer. Donc ces personnes sont des collabos. Vous avez une réponse à ça? La première réponse, c'est que tous ces mondes-là qui travaillent à l'aéroport de Kinshasa, ce sont mes frères. Nous avons le même sang. Pour qu'ils m'arrêtent, il faut qu'ils aient des preuves solides. Il faut que j'aille offenser quelqu'un. Mais dans mes souvenirs, je ne l'ai pas encore fait. Deuxième réponse, moi, je suis né libre. C'est Lumumba qui est né colonisé. Il a donné sa vie pour que cette colonisation s'arrête. Et ce n'est pas en ce moment que quelqu'un va essayer de m'emprisonner spirituellement, m'empêcher de dire ce que je pense. Je le dis, je suis venue dans cette lutte très jeune. Je suis une femme. Je ne dirais pas que je suis faible, non, je ne suis pas faible. Si je suis venue, c'est parce que je trouvais que c'était le moment de laisser de côté tout ce que je faisais pour venir donner une voix. Il faut que la femme congolaise soit active dans cette recherche de la démocratie. Je suis arrivée. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre et je suis très ouverte, j'apprends toujours. C'est une lutte que l'on mène. J'aime souvent quand Simone Veil dit que c'est la révolution, elle est lente, elle est longue, mais elle est définitive. Elle est définitive. Et d'ailleurs, là, on sait très bien que Christelle Vwanga se bat vraiment trop aussi pour la femme congolaise, la femme africaine en général, mais la femme congolaise en particulier, avec tout ce que la femme congolaise a traversé. Christelle Vwanga, vous avez une voix respectée, je le disais au début de cette émission. On sent en vous une politicienne en devenir. On le sent. On sent cette journaliste, cette Miss de francophonie, je pense, et qui va vers la politique. Moi, je vous sens déjà dans la politique. Est-ce que c'est là où, mentalement, vous vous trouvez? Bon, beaucoup de gens me disent que, madame, vous faites passer votre temps dans la presse, votre place est dans la politique. C'est vrai que c'est beaucoup, j'entends ça souvent. Mais le problème, c'est que je n'aime pas la vision, la connotation que le Congolais donne à la politique. J'aime cette connotation. Donc vous voulez changer les choses. Facile. C'est-à-dire, travaillons pour la Respublica. Communauté, dans la communauté, déjà j'ai fait énormément, si je peux être humble, dans la communauté. J'appelle à d'élever des fonds pour qu'on aide des malades, pour qu'on aille dans les hôpitaux. Pour moi, c'est ça la politique. Mais cependant, il y a un niveau de la politique où l'on doit jeter les bases.
Hier, déjà au Congrès américain, on parlait d'une loi protégeant les femmes dans les camps des réfugiés. C'est ça aussi la politique, parce que tout ce qu'on fait, c'est disparate. À un moment donné, il faut jeter les bases. C'est au niveau des lois. Et à ces niveaux-là, il faut être au Parlement, il faut être au Sénat. C'est vrai que certainement, c'est mon chemin. Ouais. Si toi, tu le dis, je sais que tu reçois beaucoup de politique. Si tu le dis, alors je dis, allons-y. Je raconte souvent cette anecdote où, quand j'étais en première secondaire, on a fait une simulation de l'élection présidentielle dans mon lycée. Et j'étais candidate et j'avais gagné l'élection présidentielle. Waouh, voilà, ça avait déjà commencé. J'avais gagné l'élection présidentielle. Et il y a une autre chose, c'est-à-dire, comme moi, je suis une fille de la cité, j'ai né à la cité, j'ai grandi à la cité. Et quand je passe à la télé, c'est la télévision qui est dehors. Qu'est-ce que je vais tirer par là? Je vais dire que on était habitué à l'époque à voir des gens qui viennent de je ne sais où occuper des fonctions et tout. Et il y a cette proximité-là dont chez moi, me voir à la télé comme ça, c'est-à-dire ils y croient, ils se disent peut-être que nous aussi on peut arriver à ce niveau-là. Et vous allez continuer à amener ce flambeau un peu plus loin. J'espère. Écoutez, Christelle Bouanga, c'est déjà la fin, c'est vraiment un plaisir. On va aussi continuer cette émission en long et en large à la radio, mais vraiment un plaisir, encore un honneur. Merci, et j'espère Roger. que vous êtes vraiment welcome, et j'espère que les Américains vous ont très bien accueillis ici. En tout cas. Oui, là vraiment, ils font tout le temps un sourire quand tu le vois avec le sourire. Christelle Bouanga. Il sourit. Et je ne savais pas. Et mon ami m'a dit, ici, quand les Noirs se rencontrent, ils se font toujours un sourire. Un sourire. Dit, oui, donc c'est normal. C'est normal. Christelle Bouanga, welcome. Encore une fois, merci infiniment merci, pour votre temps. Roger. Merci. Voilà, c'était Christelle Bouanga. Pour la suite, vous allez suivre son déplacement ici, partout où elle est. Vous allez suivre dans les news, dans plusieurs médias ici à Washington. C'était votre gars, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Et je vous dis comme d'hab, comme on dit en anglais, so long. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go.